De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration, Vision Max Service Immigration, 438-876-9398, 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission pour l'année 2018. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle émission. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, c'est notre ami Junie Limage, à qui nous disons encore bonne année. Et au micro 2, c'est Michel Jean, à qui on dit également bonne année. Bonsoir Maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour notre première émission de l'année. Alors, donc, encore, nous venons d'avoir une année, je dirais, une année de turbulence, surtout pour la communauté haïtienne. Alors, donc, j'espère que ça va aller beaucoup mieux pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de panique, beaucoup de gens encore qui viennent, et comme je dis bien, pour les gens qui viennent du Chili, du Brésil, des gens qui fuient le phénomène de Donald Trump aux États-Unis. J'espère que ces gens-là vont enfin finir par avoir un bon résultat au Canada. Alors, Maître François-Jean Denis, pendant l'année 2017, et comme je disais lors de notre dernière émission, qui a passé une année presque aux vaches et aux moulins, puis cette année ne sera pas plus facile parce que bon, les problèmes sont encore là, les problèmes existent encore, mais pour les gens qui croient au moins en Dieu, mais il faut travailler quand même. J'espère que ça va mieux aller. Et puis pour également, cette nouvelle année va apporter beaucoup plus de succès encore pour notre technicienne. Et puis nous allons continuer à travailler ensemble encore. Alors restez là, ne bougez surtout pas. Et je dis pour les gens qui cherchent des réponses pour toutes vos questions, les gens qui cherchent des réponses pour tout. Alors, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car Maître Jean-Denis veut bien commencer l'année pour vous. Il a encore beaucoup d'informations déjà pour une année qui commence. Alors restez là. Nous voulons vous saluer et nous voulons une fois de plus vous souhaiter une excellente année. Nous espérons que cette année sera l'une de vos meilleures années. Et à vous tous qui nous écoutez un peu partout, ici au Canada, dans les grandes villes,
ou bien aux États-Unis, vous qui nous écoutez, on vous souhaite vraiment bonne année et on espère que de plus en plus vous allez prendre votre avenir en main. Vous n'allez pas procrastiner, vous allez continuer à faire le nécessaire pour vous permettre de réaliser votre potentiel. À ceux qui nous écoutent également en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Antilles, et notamment les gens qui nous écoutent en Amérique du Sud, au Chili, au Brésil, ceux qui travaillent, ceux qui font de leur mieux pour réussir. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage et on vous souhaite une bonne année. À tous nos frères, tous nos sœurs qui se trouvent en Haïti, on veut leur dire encore bonne année et beaucoup de santé, et surtout de la détermination pour faire face aux problèmes, pour faire face à toutes les difficultés de la vie. Nous savons que vous nous écoutez depuis le département du Sud via Radio Macaya. On veut prendre le temps de souhaiter bonne année au directeur de la radio Raymond Clerget et à vous tous qui nous écoutez, et on espère que vraiment vous serez avec nous pendant cette année 2018. À ceux qui nous écoutent également dans le département du Sud-Est, on salue le directeur, on salue tous les auditeurs, toutes les auditrices, et on sait souvent que vous nous contactez par WhatsApp, vous nous contactez par téléphone, alors on sait que vous êtes là et on va continuer à travailler avec vous. Ceux qui nous écoutent également dans le département du Sud-Est avec Radio Solidarité, on salue le directeur Venel Romaret, on lui souhaite une très très bonne année 2018, parce qu'on sait qu'il fait un très bon travail et à Port-au-Prince, c'est quelqu'un qui est connu, qui se passe de présentation dans le milieu journalistique. Alors on dit Venel, bonne année et puis beaucoup de santé. Et à vous également qui nous écoutez dans la grande région de Port-au-Prince et en même temps dans le bar Tibonite, bonne année et puis beaucoup de santé, beaucoup de détermination. On ne veut pas oublier non plus ceux qui nous écoutent à Boston avec Radio Continental. Alors, on est là et on commence cette année de façon très spéciale. Ça veut dire qu'à l'émission, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va essayer de vous présenter la situation de façon générale en immigration, bien pour les migrants, et en même temps, on va essayer de présenter la situation des Haïtiens et de la communauté haïtienne de plusieurs diasporas. On va essayer de cerner un peu avec vous la situation, mais surtout, on veut que vous compreniez dans quel sens on va travailler cette année. Parce qu'on ne veut pas seulement vous donner des nouvelles, on veut aussi apporter un moment et quelques conseils, on veut vous orienter pour que vous puissiez réussir comme peuple, comme communauté à ce moment-là. Et ça, c'est la deuxième chose, et c'est-à-dire une fois qu'on va présenter ça, la deuxième chose, ce qu'on va faire, on va vous donner quelques nouvelles, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes, et notamment on va vous parler du parrainage de parents qui a commencé depuis le 2 janvier, et par la suite, on va prendre quelques questions, quelques commentaires des auditeurs, des auditrices avec Michel, et ça va être la conclusion. Alors, on prend notre première pause à l'émission, tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle d'abord les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. D'abord en Haïti. Alors, on a deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Et en même temps, le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Riel Vaya. Alors, on vous avait dit à la fin de l'année qu'à partir du mois de janvier, on va commencer avec la vente de billets au bureau d'Haïti. Parce que on a eu une entente avec une agence de voyage. Ça veut dire que maintenant, si vous êtes en Haïti, vous voulez voyager, vous voulez acheter votre billet à des prix assez intéressants, des prix directement du Canada, vous avez la possibilité de nous contacter et on va vous aider à trouver un bon billet et à un prix vraiment intéressant. Parce que c'est la loi du marché, vous trouvez un bon prix, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter pour avoir ce billet-là. Alors, appelez directement au bureau à Port-au-Prince et là, maintenant, vous allez avoir tous les détails pour vos billets d'avion. Si vous voulez venir ici au Canada ou bien vous voulez aller aux États-Unis, on est en mesure de vous aider. Et si vous êtes ici, vous qui nous écoutez, vous voulez acheter un billet pour vos parents qui sont en Haïti, alors on est en mesure de vous aider. Pour les gens qui nous écoutent aux États-Unis, vous voulez nous contacter, vous pouvez composer le 438-876-9398 ou bien 438-382-9398. Si vous êtes au Chili, vous êtes au Brésil, c'est-à-dire vous pouvez composer également le 438-876-9398, le 438-382-9398. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet www.visionmaxservice.com. Vous pouvez nous envoyer des courriels à info@visionmaxservice.com. Notre téléphone WhatsApp, c'est le 438-876-9398. Sur la page Facebook de Vision Max Service, au contraire, nous avons une pub là sur la page Facebook qui parle des services qu'on offre. Vous pouvez à ce moment-là aller également sur la page Facebook de Vision Max Service et là, vous allez avoir tous les détails. Alors, vous avez tous les téléphones, vous avez tous les moyens pour nous rejoindre. On vous rappelle que à partir de 2018, comme on vous avait dit, si vous voulez nous contacter, contactez-nous aux heures de bureau. On est ouvert de 9h30 jusqu'à 5h30. Ça veut dire que n'essayez pas de nous appeler à 3h du matin, à 5h du matin ou bien à 8h, à 9h du soir. On ne sera pas disponible, on ne pourra pas vous répondre. Alors, vraiment, on veut vous donner un service professionnel. Aidez-nous à vous offrir ce service-là. Alors, comme j'ai annoncé, c'est que avant d'aller dans les nouvelles, je voudrais prendre un peu de temps pour vous présenter un peu la situation et pour vous formuler des conseils, c'est-à-dire des choses que moi je souhaiterais que vous réalisiez, comment procéder pour se faire. Alors, je vais vous parler un peu de la situation à travers le monde et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, pourquoi on est rendu à cette étape-là. Alors, actuellement dans le monde, on dit qu'il y a à peu près 65 millions de personnes qui sont déplacées contre leur gré à la fin de 2016, selon le Haut Commissariat des Nations Unies. 65 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population de la France. Imaginez, c'est presque toute la France qui s'en va. Et 65 millions. Et on dit qu'il y a 22,5 millions de réfugiés dans le monde. Il y a 2,8 millions de demandeurs d'asile et il y a 40 millions de personnes qui se déplacent dans leur pays. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies, il y a à peu près 20 personnes qui se déplacent par minute. Chaque minute, il y a 20 nouvelles personnes qui quittent leur foyer pour se rendre ailleurs. Et ces gens-là, ils viennent de plusieurs pays. Parce que ceux qui se déplacent dans leur propre pays, vous avez la Colombie, vous avez la Syrie, vous avez le Soudan, l'Irak, République démocratique du Congo, Yémen, Soudan, Afghanistan, Ukraine, Nigeria. Et ceux qui s'en vont ailleurs, vous avez la Syrie, il y a près de 5,5 millions de personnes qui s'en vont ailleurs, l'Afghanistan 2,5 millions, le Soudan du Sud 1,4 million,
Et vous avez République démocratique du Congo 0,5 million, Birmanie 0,5, Burundi 0,4. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se dit, les pays occidentaux sont loin d'absorber la majeure partie des réfugiés. Et généralement, ces gens-là, ils vont chercher des refuges ailleurs. Vous avez des pays qui sont les principales destinations des exilés. C'est la Turquie, le Liban, vous avez le Pakistan, vous avez l'Iran. OK? 84% des réfugiés sont accueillis par un pays en voie de développement. Écoutez bien ceci, 84% des réfugiés sont accueillis par des pays en voie de développement. C'est pas les pays occidentaux, les pays du Nord ou bien les pays européens qui accueillent ces gens-là. Bon, alors, parmi les pays, on dit avancés, pays qui accueillent, vous avez par exemple la Turquie, comme on a dit, le Pakistan, l'Iran, qui accueillent beaucoup. On vous avait dit que une personne sur 5 est un demandeur d'asile au Liban. Alors, vous voyez, ça veut dire que ce sont des pays qui accueillent beaucoup d'immigrants. Et là, maintenant, ça, c'est la situation globale au niveau mondial. Vous avez des pays qui font beaucoup de demandes d'asile, des ressortissants font beaucoup de demandes d'asile, comme la Syrie, le Kosovo, l'Afghanistan, l'Albanie, l'Irak, le Pakistan, l'Érythrée, la Serbie, l'Ukraine, le Nigeria. Et ici, en Amérique, vous avez Haïti, vous avez la Colombie, vous avez le Venezuela. Et ce sont des pays dont les ressortissants vont un peu partout pour faire des demandes. Et par exemple, dans d'autres pays, ok, on a une situation actuellement où pratiquement tous les pays se posent des questions pour savoir comment on doit faire, comment on doit procéder pour accueillir tous ces migrants. C'est là la situation. Il y a ce qu'on appelle une crise des migrants. Il y a une situation qui est intenable. Ok? Aux États-Unis, on voit avec la montée de la droite, avec Donald Trump qui est ici et qui est au pouvoir, on voit ce qui se passe, comment Donald Trump est en train de mettre le feu un peu partout. On voit comment Donald Trump a traité les dossiers de TPS pour beaucoup de pays. Et on se rappelle, le programme de TPS a existé pour les ressortissants de plusieurs pays qui fuyaient leur région pour des problèmes de climat. Ils fuyaient leur région pour des problèmes de climat. On a, par exemple, notamment des pays comme, par exemple, on a la situation, par exemple, la Somalie. La Somalie, c'était une guerre, mais vous avez le Honduras, vous avez des pays comme, à part le Honduras, vous avez des pays comme Haïti, des pays où pratiquement on avait des problèmes soit des ouragans, soit des problèmes de tremblements de terre, soit des problèmes qui étaient un peu, je dirais, très difficiles. Et à ce moment-là, ces gens-là ont dû fuir leur pays. Alors, on a vu que aux États-Unis, le fait que pour Donald Trump de dire qu'on ne reconnaît pas le réchauffement climatique, alors on s'est dit, si on continue à garder ces gens-là au nom des raisons climatiques, ça va créer un problème, puisque on ne croit plus au réchauffement climatique, on se dit que ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe, c'est une invention de la Chine. Alors on dit, ceux qui sont aux États-Unis pour des raisons climatiques, on va leur demander de quitter. Vous voyez, par exemple, Haïti, la plupart des gens étaient aux États-Unis parce qu'il y a eu le tremblement de terre. On a eu Honduras, il y avait l'ouragan Mitch, il y avait d'autres pays qui étaient comme ça. Alors on se dit, au fur et à mesure, on va laisser de côté cette situation. Alors on se retrouve dans le monde aujourd'hui avec beaucoup de pays qui sont venus, et beaucoup de ressortissants qui sont venus et qui compliquent un peu la situation. Et c'est pourquoi nous, comme communauté, comme peuple, on doit se dire, on doit agir, on doit faire quelque chose si on doit, par exemple, faire la différence. Alors, c'est pourquoi j'aimerais pendant l'année, ce qu'on va faire là, on va orienter l'émission, on va vous parler souvent de ces points-là. Parce que si on ne le fait pas, on va être en situation extrêmement compliquée, comme communauté. Moi, j'ai quelques conseils, quelque chose à formuler, à vous dire. D'abord,
moi, je pense que la première des choses, comme ressortissants, comme communauté, on doit, par exemple, travailler pour augmenter ses revenus. Je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis. Et avant de vous dire pourquoi, ça veut dire, je vais vous dire comment vous devriez faire ça. Des fois, ça prend un choix de carrière, ça prend une formation, ça prend l'apprentissage de l'anglais, ça prend peut-être un changement de province, parce que là, on se retrouve aujourd'hui avec l'Ontario qui donne $15 de l'heure. On est aujourd'hui à $11,75 ici au Québec. Ça veut dire que si on veut augmenter ses revenus, ça veut dire que ça va faire une différence. Pourquoi faut-il augmenter ses revenus? Parce que en augmentant ses revenus, on est en mesure de pouvoir s'imposer dans la société, on est en mesure de pouvoir faire des changements, des différences. Ça veut dire que plus on a les moyens, plus la communauté va devenir plus forte, et là, on se sent plus confortable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que une des choses comme communauté qu'on devrait travailler là-dessus, ça veut dire que sur laquelle on devrait travailler, c'est d'abord la question de payer des impôts, déclarer ses revenus, parce que ce qui arrive comme communauté, souvent on le constate, ça veut dire que la plupart des ressortissants, la plupart des gens ne sont pas en mesure de pouvoir faire des choses parce que ils ne déclarent pas leurs revenus. Je connais certains ressortissants d'autres communautés qui ont, par exemple, une ligne directrice. En arrivant ici, pendant les 3 premières années, ils augmentent leurs revenus pour avoir accès au crédit, parce qu'ils savent, en ayant accès au crédit, ils vont pouvoir, par exemple, acheter des biens, ils vont pouvoir créer de la richesse. Mais si nous, on fait le contraire, ça veut dire qu'on va continuer à devenir une communauté pauvre à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus, pour qu'on puisse, par exemple, augmenter les revenus, déclarer dans les impôts, avoir accès au crédit pour pouvoir fonctionner normalement. Ça prend de la discipline. Il faut être aussi discipliné, parce que, regardez bien, souvent vous vous plaignez, vous dites que j'aimerais faire des choses pour ma famille, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de discipline. Regardez bien, plus vous faites de demandes d'asile, c'est moins on donnera de visa à vos parents. Mais il faut gérer les visas, il faut, à cette année-là, il faut qu'on le sache, il faut qu'on applique et cela. On sait que si on veut effectivement augmenter, si on veut avoir plus de chances d'avoir des visas de visiteurs, des permis d'études, il faut arrêter, il faut diminuer le nombre de demandes d'asile. Comment voulez-vous continuer à faire le même nombre de demandes d'asile? Pendant ce temps, vous êtes étonné quand, par exemple, vous constatez qu'on ne donne plus de visa de visiteurs, qu'on ne donne plus de permis d'études, ou bien qu'on donne au compte-gouttes. Mais c'est-à-dire qu'il y a une corrélation, il y a une relation de cause à effet pour les deux. Ça veut dire qu'il faut être discipliné, il faut gérer les choses de façon plus convenable. Quand vous arrivez ici comme étranger, comme visiteur, il faut apprendre, il faut prendre les bons conseils pour éviter de faire n'importe quelle demande, parce que ça va ternir l'image de la communauté. Il faut aussi avoir plus de discipline au niveau du parrainage. C'est pas normal que des gens qui se disent chrétiens, et ces gens-là, ils sont dans une relation et abandonnent la relation, ils sont mariés, après 3 mois, après 6 mois, ils sont séparés. On ne peut pas vraiment nous faire agir correctement si par exemple, on prend n'importe quelle décision. Par exemple, si vous voulez que les autorités nous prennent au sérieux, vous devez à ce moment-là vous dire, moi je suis marié, mais je ne peux pas pour rien laisser la relation, aller retourner dans mon pays, aller me marier à nouveau. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais pour qui vous prenez les gens à l'immigration? Alors, il faut avoir cette discipline-là. Il faut travailler en ce sens pour éviter qu'effectivement, on se retrouve dans cette situation-là. Et en même temps, on parle, et il faut aussi avoir une autre façon de voir les gens à l'étranger, parce que vous les aidez, mais des fois vous les rendez dépendants de vous-même. Là, vous ne faites pas grand-chose, parce que si les gens doivent toujours attendre quelque chose de vous,
ça n'arrange pas les choses. Il faut rendre les gens plus autonomes. Il faut des fois, au lieu de donner de l'argent chaque mois, est-ce que vous allez aider ces gens-là à avoir un commerce? Est-ce que vous allez aider ces gens-là à prendre une formation? Il faut penser déjà à cette façon-là parce que c'est pas normal qu'on soit et dans cette situation-là. Imaginez que 20% du budget national viennent de la diaspora. Et quand nous qui sommes maintenant en situation de travailler, quand nous ne serons plus en âge de travailler, qui va envoyer cet argent-là? Alors, il faut maintenant commencer par diminuer cette dépendance-là pour que on puisse, à ce moment-là, s'organiser et avoir moins de dépendants à ce niveau-là. Il faut également qu'on s'implique davantage en politique. On va être dans une année politique. 2018, année politique, élection au Québec. 2019, élection fédérale. Ça veut dire que pendant 4 ans, les politiciens, ils ont roulé dans la farine. Ils nous ont fait des promesses. Nous, comme communauté, nous, comme Haïtiens, nous n'avons rien eu. Est-ce que nous allons retourner en 2018? Est-ce que nous allons accepter que les politiciens viennent nous raconter n'importe quoi? Est-ce que nous allons voter? Elle dit, avant les élections à l'automne, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se mette ensemble pour savoir, voici des comtés où nous, les Haïtiens, nous pouvons faire la différence et nous allons, comme toutes les communautés, nous allons maintenant demander aux partis politiques et tous les partis politiques confondus. La communauté haïtienne est la seule communauté où il n'existe pas d'autres membres dans tous les partis de l'opposition. Chez les Italiens, on trouve des gens dans n'importe quel parti. Chez les Juifs, la même chose. Mais on a l'impression que si on est haïtien, on n'est pas libéral, c'est que on est un mauvais gardement. Mais non, on peut être dans tous les partis et c'est comme ça qu'il faut faire pression pour avoir des résultats. Alors, il faut qu'on s'implique, il faut vraiment s'organiser. Pour terminer, je vous dis, Gérald Filion, dans son émission RDI Économie, disait que 75% des gens, des contribuables au Québec, n'ont pas $50,000 par année. Et si on prend la communauté haïtienne dans toutes les communautés au Québec, c'est la communauté qui a moins de revenus. Alors, si on doit s'impliquer, si on doit nous prendre au sérieux, on doit vraiment faire quelque chose pour augmenter les revenus, pour être un peu partout et ça va nous aider à avoir une autre image, à donner une autre image à la communauté et on sera en mesure de pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Alors, je m'arrête ici. C'était des recommandations, des choses que je voulais vous dire avant même qu'on commence l'année et on va orienter, on va toujours parler de ces points-là pendant l'année 2018 parce que c'est à partir de là qu'on peut construire, qu'on peut bâtir une communauté assez forte. On prend une toute petite pause et après on va commencer avec les nouvelles et le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va vous donner quelques nouvelles. On sait qu'on est en début d'année. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais il y a certaines qui méritent d'être données pour que vous puissiez être informés correctement. Alors, pour les visas diplomatiques et de service, on apprend que les diplomates et les représentants étrangers, ils peuvent obtenir un visa pour entrée multiple d'une durée de 3 ans, mais il y a des exceptions qui peuvent être appliquées. Les diplomates qui se rendent au Canada pour obtenir leur accréditation doivent présenter une demande de visa de résident temporaire avant leur départ, même s'ils sont dispensés de l'obligation de visa.
Alors, dans ces cas, les agents devraient délivrer un visa pour entrée multiple valable pendant 3 mois. Alors, je vous donne cette nouvelle-là parce que je sais que, par exemple, il y en a qui peuvent être nommés à des consulats et qui, des fois, ne savent pas comment ça se fait ou bien qui ont de la difficulté. Alors, je vous donne cette nouvelle-là pour savoir que, oui, les diplomates, les représentants étrangers, ils peuvent obtenir aussi un visa pour entrée multiple. On peut avoir un passeport diplomatique et là, à ce moment-là, on voyage au nom de l'État, mais en même temps, on peut avoir aussi un passeport régulier, un passeport personnel avec un visa. En même temps, on apprend aussi qu'on a des directives spéciales pour les médecins étrangers qui viennent travailler au Québec. On leur donne un permis de travail parce que le ministère de la Santé publique et des services sociaux du Québec a fait savoir à l'immigration qu'il y a un manque criant de médecins francophones en région sous-desservie. Alors, Immigration Canada s'est engagé avec Québec à faciliter l'obtention de permis de travail avec dispense d'études d'impact sur le marché du travail. Alors, regardez bien ceci. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui nous écoutent, beaucoup qui ont le diplôme de médecin. Alors, il y en a qui viennent de Cuba, il y en a qui viennent de Saint-Domingue, il y en a qui viennent d'Haïti. Vous avez le diplôme de médecin. Les gens à la maison vont vous dire souvent, écoutez, là, c'est pas facile de travailler comme médecin, il faudrait aller comme infirmier, comme préposé, ou bien il faudrait changer de domaine. Alors, à votre place, ce que je ferai en début d'année, avant de prendre la décision de changer de domaine, moi, je commencerai par appeler l'Ordre des médecins du Québec. Une fois que vous êtes sélectionné par le Québec pour effectuer un stage d'évaluation ou d'adaptation, le gouvernement canadien vous donne un permis de travail parce que vous avez déjà un permis de pratique restrictif. Alors, regardez bien, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour passer l'examen de l'Ordre des médecins du Québec, vous pouvez faire un petit travail, peut-être, vous pouvez faire quelque chose en attendant, mais concentrez-vous sur les études et puis organisez-vous avec ça. Alors, actuellement, vous savez que si vous êtes médecin et que c'est pas seulement être médecin, il faut déjà envoyer votre dossier au Collège de médecine du Québec. Il faut que vous soyez déjà sélectionné et que vous ayez le permis de pratique restrictif. Et par exemple, vous attendez un stage d'évaluation et immédiatement après, on va vous donner un permis de travail. Vous allez pouvoir fonctionner. Alors, je dis ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le diplôme de médecin. Ça va vous aider avec ça. Autre nouvelle, pour les conjoints, qui parrainent leur conjoint ou bien leur conjointe, il y a un projet pilote sur les permis de travail ouverts. On donne, par exemple, quand on fait une demande de parrainage, automatiquement, on donne à l'autre conjoint un permis de travail pendant le traitement du dossier. Ce programme existe depuis le 22 janvier 2014 et il a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais tous ceux qui ont fait une demande de parrainage au Canada, je dis bien, pas pour les gens à l'étranger, il faudrait demander, si vous ne le saviez pas, vous pouvez demander un permis de travail pour votre conjoint ou votre conjointe parce qu'on ne veut pas que l'autre reste à la maison et ne fait rien. On veut lui donner la possibilité de pouvoir faire une demande de permis de travail que cette personne puisse travailler également. Ça va être prolongé jusqu'au 31 mars 2018. Après 31 mars 2018, on va vous dire c'est quoi la décision du gouvernement. Encore pour la citoyenneté, et parce que apparemment il y a eu beaucoup de questions pour les gens qui voulaient savoir si on peut faire le retrait d'une demande de citoyenneté. Oui, vous êtes capable de faire une demande de retrait. Si vous avez envoyé votre demande, mais si vous avez une demande en cours, vous pouvez demander au gouvernement de retirer la demande. Ça va dépendre à quel niveau le dossier est rendu. Et là, maintenant, on peut vous rembourser ou pas. Mais en même temps, Immigration Canada peut ne pas donner suite à votre demande si, après enquête, on réalise qu'il y a eu de fausses présentations. Et là, on peut mettre le dossier en suspens
Et là, peut-être que vous allez avoir, par exemple, vous allez recevoir des lettres, on va vous informer que il y a de fausses déclarations, il y a des situations à clarifier, et là maintenant, vous serez informé. Mais à la question, est-ce que vous pouvez faire une demande de retrait? Oui, vous pouvez le faire sans problème. Autre nouvelle, il y a un rapport qui recommande une meilleure surveillance des services frontaliers. On demande au gouvernement de Trudeau de créer une nouvelle entité indépendante pour prendre en charge les plaintes déposées contre des agents des services frontaliers. C'est ce que un rapport interne a recommandé. On dit qu'il doit y avoir un nouvel organisme en mesure d'enquêter sur les tendances ou des possibles problèmes systémiques dans les pratiques de l'agence des services frontaliers. Cette entité de surveillance, la commission de révision de l'application de la loi, examinerait le travail de l'agence des services frontaliers et de la Gendarmerie royale du Canada, puisque les juridictions des deux services se recoupent fréquemment. OK? Alors, parce qu'on dit souvent, il y a des abus avec ça, parce que on se retrouve chaque année avec 100 millions de voyageurs. 100 millions de personnes visitent le Canada chaque année. Il y a 16 millions de livraisons commerciales. Alors, l'organisme qui est responsable de gérer, parce que quand vous arrivez au point d'entrée à l'aéroport, à la frontière, vous rencontrez un agent de service frontalier, souvent il y a des cas d'abus. Alors, mais quand un agent de service frontalier, moi, j'ai un client à Sherbrooke qui a été à l'agence de service frontalier parce que l'université lui avait dit d'aller demander de l'aide. Arrivé sur place, les agents de service frontalier ont pris tous les dossiers, ils l'ont déchiré en sa présence. Et à ce moment-là, l'étudiante africaine ne savait même pas à qui on pouvait porter plainte. Le député de Sherbrooke est intervenu malgré tout. Et l'agence de service frontalier n'a rien fait et on ne pouvait pas vraiment porter plainte. Alors, c'est pourquoi on demande effectivement une surveillance de cet organisme-là, parce que c'est pas normal qu'on puisse être dans un pays comme le Canada et qu'il y ait des organismes au-dessus des lois. Là, c'est ça. On dit seulement en 2015, on a reçu 2400 plaintes de voyageurs contre les agents frontaliers, c'est-à-dire que ces gens-là qui ne respectent absolument rien avec ça. Bon. Ensuite, on va regarder d'autres nouvelles. D'abord, pour les étudiants étrangers. On apprend qu'il y a une hausse importante du nombre d'étudiants étrangers ici au Canada, au Québec également. On a constaté que le nombre est passé de 39 000 en 2016 à 42 000 en 2017 dans la province du Québec, soit une progression de 9% selon les données du Bureau de coopération interuniversitaire BCI. C'est surtout à Montréal que le nombre d'étudiants est le plus important. À McGill, on a maintenant 11 100 étudiants étrangers, une augmentation de 13%. À Concordia, 7 200, augmentation de 19%. L'Université de Montréal, Polytechnique et HEC, 9 900 élèves étrangers, 4%. L'Université de Québec à Montréal, 3 400, 6%. Alors, on parle de beaucoup de raisons. On parle du phénomène Trump et des gens qui viennent des États-Unis parce que ils ne veulent plus rester aux États-Unis avec Donald Trump. OK? On a également deux étudiants internationaux qui sont un peu inquiets, qui étaient à Londres, mais avec la sortie de l'Angleterre dans le Brexit et dans l'Union européenne, par exemple, il y en a qui sont de plus en plus inquiets. Alors, on parle également de la situation du Canada qui est stable, un pays qui est à l'abri des intempéries, des turbulences politiques, parce qu'on est un peu vraiment plus calme ici au Canada. Alors, on dit que ça a augmenté, et surtout des pays comme la Chine, des pays au Moyen-Orient, ils en profitent parce que si on a presque 400 000 permis d'études, on donne seulement à la Chine 150 000, 200 000 permis d'études. OK? Et Montréal essaie de jouer, ça veut dire la petite séduction pour avoir plus d'étudiants étrangers, mais on sait que le Toronto
Toronto, c'est la ville où il y a une mosaïque d'étudiants étrangers de tous les pays, des personnes qui viennent de tous les pays pour s'installer. Et on constate également que la plupart des étudiants étrangers qui viennent ici décident de rester également, contrairement aux États-Unis, contrairement à Nouvelle-Zélande ou bien à d'autres pays, mais ils viennent et ils restent ici. Ça permet à l'économie canadienne de souffler un peu. Imaginez que les étudiants étrangers ont rapporté à l'économie canadienne plus de 8 milliards de dollars. Imaginez, 8 milliards de dollars, plus de 8 milliards de dollars. Et la plupart de ces gens-là viennent des Chinois, viennent de la Chine, excusez-moi, ce sont des Chinois, des Sud-Coréens, des Hindous, des habitants de l'Inde, c'est ça. Ça veut dire on a beaucoup de personnes qui viennent ici et qui décident de rester. Ça, c'est pour la situation par rapport à ça. Alors, on va maintenant passer immédiatement au rappel des nouvelles les plus importantes avant de prendre la pause. Alors, pour les nouvelles les plus importantes, je commence d'abord avec le parrainage de parents. Depuis le 2 janvier, on a la situation et on a repris le parrainage de parents et de grands-parents. Cette année, Immigration Canada a vraiment apporté de bons changements. On félicite Immigration Canada pour ces changements-là. L'année dernière, les gens allaient sur le site et ils pouvaient envoyer un courriel. Oui, je suis intéressé à parrainer mes parents. Et par parents, ils entendaient mes frères, mes sœurs, tout ça. Cette année, dans le formulaire qui est en ligne, on précise parents et grands-parents, ok? On enlève, c'est-à-dire il n'y a pas moyen de parler par exemple, de frères, de sœurs. Et deuxièmement, on demande déjà les revenus pendant les 3 dernières années, 2016, 2015, 2014. À partir de là, maintenant, on va choisir les vraies personnes, parce que l'année dernière, on a choisi des personnes qui étaient même sur l'aide sociale, des gens qui ont appliqué. Et c'est pour cette raison qu'au mois de mai, on a demandé et on avait demandé à nouveau à des personnes d'appliquer parce que ça a été mal fait. Alors cette année, on a choisi des personnes, on a choisi des gens, on a mis des conditions, des critères pour être sélectionné. Alors tout ce qu'on vous dit, si vous avez l'intention de parrainer votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, ceux qui veulent parrainer leurs frères, leurs sœurs, ne participez, n'allez pas envoyer de courriel parce que vous allez rendre les choses compliquées. Vous allez peut-être enlever une place à quelqu'un qui voulait vraiment parrainer. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau des revenus. Vous avez vu, tantôt, je vous ai dit, cette année, il faut qu'on travaille sur l'augmentation des revenus. Regardez bien. Gérald Fillon disait que 75% des gens qui vivent au Québec n'ont pas 50 000 $ de revenus. 75%. Alors, regardez, quand, par exemple, vous décidez d'appliquer, vous décidez de compléter le formulaire, alors que vous n'avez même pas le revenu nécessaire. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de revenu, c'est combien vous devriez avoir. Par exemple, si vous êtes seul au Canada, le gouvernement dit pour vivre, vous avez besoin de 23 000 $, 483 pour vivre. Et si vous devez parrainer quelqu'un, la personne va vous coûter 17 000 $ par année. Alors, imaginez, c'est pourquoi je vous ai dit ça. Ça, c'est quelque chose, j'insiste là-dessus. Et je vous dis, dans certaines communautés, pendant les 3 premières années, ce que les gens font, ils augmentent leurs revenus, ils ont accès au crédit, et par la suite, ils peuvent baisser. Nous faisons le contraire. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais quand ils déclarent les impôts, c'est 15 000, c'est 20 000, et après, ils veulent parrainer, ils veulent acheter des maisons, et là maintenant, pour procéder, ils vont entrer dans toutes sortes de magouilles, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Alors, dites-vous bien, si vous êtes une personne, vous voulez parrainer quelqu'un, vous voulez parrainer votre père, votre mère,
il faut prévoir $17,000. Alors, 23 000 à 17 000, ça fait déjà $40,000. Et dans le cas du parrainage, c'est seulement votre conjoint ou votre conjointe qui peut signer avec vous. Vous n'allez pas appeler la population pour venir signer avec vous. Ça ne se fait pas. Alors, c'est pourquoi je vous dis, si vous êtes intéressé, vous passez nous voir, nous allons évaluer avec vous si ça vaut la peine de faire une demande d'intérêt. Nous allons vous dire, mais si vous ne remplissez pas les conditions, pourquoi vous êtes obligé d'appliquer? Vous avez c'est un tirage au sort, à ce moment-là, vous empêchez aux autres de pouvoir faire ça. Alors, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont des parents à parrainer, je vous dis parents, n'appelez pas s'il s'agit de frères et de sœurs. Je vous ai dit que dans l'immigration au Canada, on ne prévoit pas le parrainage de frères et de sœurs. C'est dans des conditions extrêmement compliquées et c'est pourquoi on n'en parle pas. Alors, avant d'appliquer, il faut avoir vos revenus, il faut avoir vos déclarations d'impôts. Et je vous dis, en 2018, prenez l'habitude de vraiment déclarer vos revenus parce que imaginez si vous avez une communauté qui se situe entre 15 et 30 000 $. Radio-Canada a fait sortir hier une note pour montrer que les PDG les plus riches ont déjà gagné l'équivalent de votre salaire annuel en une journée. Ça veut dire que vous avez des gens qui gagnent autour de 10 millions de dollars par année, 15 millions, 20 millions. C'est sûr que nous, on ne gagnera jamais ce montant-là par année. Mais sauf qu'on peut faire un effort supplémentaire pour pouvoir gagner davantage, travailler, ou bien vous allez prendre un cours, ou bien vous allez apprendre la langue, ou bien vous allez changer de province également. Parce que l'Ontario donne 15 $ de l'heure maintenant. Tandis que le Québec est encore à 11,25 $ ou bien 11,75 $. Autre nouvelle, on a les visas de visiteurs, les permis d'études. Vous voulez faire une demande, alors je vous le dis, encore en 2018. C'est maintenant ce qu'on fait avec tous ceux qui font des demandes avec nous. On vous fait signer un papier attestant que nous sommes là pour faire la préparation technique. Mais nous ne sommes pas là pour la préparation, pour vous donner un visa. Lorsque les gens nous disent, oui, vous nous avez garanti un visa, là, on trouve que c'est vraiment méchant parce que on a toujours répété derrière ce micro, un visa de visiteur, c'est vraiment le consul qui peut donner ça. Et je vous dis, c'est votre irresponsabilité qui fait en sorte aujourd'hui que vous n'avez pas de visa. Parce que plus vous faites de demandes d'asile, moins vous avez de visa. Mais c'est aussi simple que ça. Imaginez, tout le monde a un visa, on vient ici, on reste, on ne retourne pas, et puis on est étonné quand on refuse les parents qui sont là-bas. Mais pour qui vous prenez les responsables d'immigration? Mais ils vous suivent. Ils savent que vous n'allez pas retourner, mais ils décident de ne pas vous donner. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez à blâmer celui qui vous a aidé à préparer, ou bien vous avez à regarder votre situation et à dire, moi, voici ma responsabilité, et puis je corrige ça. Ensuite, au niveau de la citoyenneté, au niveau de la carte de résidence, surtout la citoyenneté, encore 3 ans, on peut vous aider, mais il faut vraiment que vous remplissiez tous les critères pour pouvoir procéder. Pour les demandes de résidence permanente, demande de travailleurs qualifiés, on espère que cette année, Immigration Québec va donner des dates pour soumettre les demandes. Je vois beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui me disent, oui, on aimerait venir, on aimerait faire ceci. Oui, je comprends. Vous êtes à l'étranger, vous voulez venir comme travailleur qualifié, mais si ce programme ne fonctionne pas, on doit vous dire que ce programme ne fonctionne pas. Et même si on vous propose d'autres programmes des provinces, mais il faut attendre également. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en fin d'année. Il faut cultiver la patience, parce que souvent ce qui manque, c'est que vous refusez d'être patient. Si vous choisissez de quitter votre pays, imaginez, c'est parce que vous choisissez de prendre une nouvelle direction. Mais dans cette nouvelle direction, il faut être patient. Tout ce que vous devriez avoir dans la vie mérite des sacrifices.
Si quelqu'un vous dit qu'il va gagner, qu'il va trouver quelque chose et à la portée de la main sans faire de sacrifice, méfiez-vous de cela parce que ça ne donne pas vraiment, c'est pas comme ça que ça se fait. Chaque fois que vous devez gagner quelque chose dans la vie, vous devez suivre, vous devez travailler, vous devez vraiment faire tous les efforts nécessaires. Si vous me dites, oui, je connais des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent sans rien faire, alors à ce moment, vous savez comment ils ont gagné ce montant-là. Mais ceux qui gagnent, ceux qui doivent, par exemple, réussir, ils doivent travailler. Alors, en ce sens-là, pour travailleurs qualifiés, je vous dis, il faut prendre le temps, il faut attendre, et c'est pourquoi des fois il y a d'autres options qu'on va vous proposer. Ensuite, pour parrainage de parents, et pas parrainage de conjoints, on vous le dit, cette année, il y a un nombre, on prend 60 000 à peu près de parrainage à travers le monde. Vous pouvez soumettre beaucoup de demandes si vous ne respectez pas les critères. Et je pense que vous devriez savoir que plus vous faites des magouilles, plus vous allez vous mettre dans des relations qui n'existent pas, dans des relations qui ne sont pas de bonne foi, vous allez compliquer la situation de ceux qui sont vraiment sérieux. Souvent, les innocents vont payer pour les coupables. Ça veut dire que il faut n'importe quoi et par la suite vous allez trouver des personnes qui vont échouer parce que on ne reconnaît pas leur relation. Alors c'est tout pour le rappel des nouvelles les plus importantes et en passant aussi aux enfants à charge. Depuis le 24 octobre, vous pouvez aussi parrainer les enfants de moins de 22 ans. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration et on vous rappelle les numéros de téléphone, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48 20 78 18 22 09 76 82 et on vous dit à partir de janvier, à partir de maintenant, vous avez besoin de billets d'avion à partir de l'agence avec l'agence de voyage avec laquelle on travaille maintenant. On est en mesure de vous aider, à trouver des billets vraiment à bon marché. Contactez-nous et vous allez avoir de bons rabais. Alors c'est ça pour l'année 2018. Michel est déjà de retour. Alors, dit Michel, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, justement, je trouve qu'il y a une question assez intéressante. Alors, Maître François-Jean Denis, félicitations pour l'émission. Alors, au début de l'émission, Maître Jean Denis, tu as parlé dans les autres communautés ont des associations, se regroupent entre elles, puis pour former ou fonder des choses assez solides. Alors donc, moi, ma question est la suivante. Maître Jean Denis, bon, étant donné, ça fait déjà quelque temps, je t'écoute, je participe dans tes rencontres, dans tes activités, il y a toujours des gens, puis moi, je présume que tu es quelqu'un de sérieux.
est-ce que tu as peut-être l'intention de peut-être créer une association ou peut-être et faire appel aux gens de notre communauté dans le but de peut-être commencer quelque chose et commencer au moins quelque chose? Parce alors, que moi, je suis prêt à venir. J'ai des amis qui seraient intéressés également. Est-ce que pour cette nouvelle année qui commence, est-ce que tu as peut-être l'intention de créer, fonder quelque chose pour peut-être le bien de notre communauté? Non, alors, moi, je peux parler de création d'association. J'ai dit que les gens, ils doivent changer de comportement comme communauté, comme ressortissants, comme peuple, à plusieurs niveaux. Parce que on a des échéances, on a une année électorale au niveau provincial, l'année prochaine, il y aura des élections fédérales. On a près de 15 à 20 000 compatriotes qui sont ici au Québec, qui attendent une décision de la commission d'immigration. On sait que la plupart ne seront pas acceptés. Alors, comme peuple, dans n'importe quelle communauté, si c'était la communauté italienne, la communauté juive, déjà il y aurait des contacts à tous les niveaux pour savoir ce qu'on va faire de ces gens-là, comment on va les aider à rester au pays. Alors, on se retrouve en situation où on ne prend pas conscience de notre poids démographique. On est la communauté qui a plus de personnes. De toutes les communautés, on est à peu près, par exemple là, 150 000, 200 000. 200 000 personnes dans une province. On n'est pas capable de secouer la province, d'avoir ce qu'on veut. Alors, ce qui va se passer à l'automne, lorsqu'il va y avoir des élections provinciales, les ministres, les gens du Parti libéral vont aller dans toutes les églises de la communauté, vont passer un peu partout, vont parler et bon bagaille, et même moun qui vont dire n'importe quoi en créole, et puis ça va porter les gens à aller voter. Non, il est temps que tous les gens maintenant, on n'a pas besoin d'avoir une association. Il est temps que les élites, c'est ce qui manque, et c'est ce que Jean disait dans son émission dernièrement, les élites haïtiennes, les élites, les personnes qui sont ici, qui ont le savoir, qui ont l'expérience, doivent orienter cette population-là. C'est comme je disais, je donne des exemples. Savez-vous que la plupart des Maghrébins, quand ils viennent, il y a un mot d'ordre qui est passé. Pendant les 3 premières années, ils vont avoir des revenus substantiels pour avoir accès au crédit. Les gens ne croient plus aux élites. Les gens ne croient plus à ces gens-là. Non. Et puis c'est pourquoi cette communauté-là va péricliter. Parce que il faut qu'à quelque part, dans toute société qui avance, il y a une élite qui dirige. Il y a une élite qui donne le ton. Mais si la communauté haïtienne, si tout le monde se considère comme élite, parce que son peuple connaisseur que nous y est, tout le monde connaît, tout le monde est capable de faire toute bagaille. Mais si on n'a pas de directive, Michel, on se rappelle, une fois j'ai dit, il y a un Chinois qui était le copain d'une Haïtienne, et l'Haïtienne voulait se marier avec le Chinois. Le Chinois lui a dit, dans ma communauté, on ne se marie pas quand on est à l'école. Ce sont des valeurs qui sont enseignées, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes qui transmettent ces informations-là. C'est comme à Leonardo da Vinci qui est sur Lacordaire. Chaque samedi, on a des notables italiens qui sont là, qui disent voici comment on va faire. Il fut un temps, une Italienne ne se mariait pas avec un Noir. C'était le mot d'ordre de la communauté. Il fut un temps, les Italiens francophones allaient pendant les vacances à Toronto pour apprendre l'anglais. Les Italiens de Toronto venaient à Montréal pour apprendre le français. Et après, il y avait par exemple une entente. Alors moi je dis que on doit par exemple trouver des façons de fonctionner parce qu'on a trop de choses. Moi, ça va me faire vraiment mal de constater que si parmi les 15 000 Haïtiens qui sont venus, si on accepte 1000 et puis les 14 000 doivent retourner, mais c'est une honte pour cette communauté-là. C'est parce que moi je pense qu'il y a aussi très peu de gens crédibles dans la communauté. Souvent les gens vont faire confiance à quelqu'un qui est peut-être prétendant soit le porte-parole, soit le leader, et puis les gens vont se faire avoir. Mais ça arrive dans toutes les communautés. On ne dit pas que
tous les Italiens sont des anges, Oui, tous les sait, Juifs sont des anges, mais il doit y avoir un noyau qui peut faire quelque chose. Et c'est comme ça. Par exemple, comment se fait-il que on est dans une communauté? Regardez par exemple pour le parrainage de parents. Mais combien d'Haïtiens ici vont pouvoir parrainer quelqu'un? Après tout ce temps qu'on a ici, pourquoi on ne peut pas parrainer? Parce que ça prend des revenus. Mais pourquoi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais chaque année, Michel, il déclare $15,000, il déclare $10,000. Quand il arrive pour faire vraiment quelque chose de sérieux, ils sont pas capables. Et ils doivent me faire des magouilles, aller acheter au nom de quelqu'un, faire ceci, faire ça. Mais quand ça doit s'arrêter, il faut à un moment déterminé qu'on arrête ces choses-là. Alors, il faut commencer par prendre conscience. Ça veut dire que pourquoi on ne peut pas avoir ce mot d'ordre-là? Il est temps qu'on arrête, on dise, on est dans un pays, il faut payer des impôts. Tout le monde paie des impôts. Pourquoi on ne veut pas payer? Oui. Ça veut dire que pourquoi on ne s'organise pas à ce niveau-là? Maintenant, on se dit, voilà, on commence à faire ce pas-là. On s'implique également en politique. On est dans tous les partis politiques. Par exemple, il va y avoir des élections. On devrait avoir des candidats dans la CAQ, des candidats au Parti québécois, des candidats au Parti libéral et Québec solidaire également. Oui. Mais si maintenant quelqu'un est Québec solidaire, on dit, oh non, lui là, comment se fait-il qu'il soit Québec solidaire? Mais pourquoi doit-il être libéral? C'est ça la question. On a des Italiens dans la CAQ, on a des Italiens au Québec solidaire, on a des Italiens un peu partout, on a des Juifs n'importe. On a passé tout le temps à mettre nos œufs dans un seul panier, et puis finalement. Pourquoi quand ce panier-là vient de trouiller, d'avoir un trou, puis alors à ce moment. En tout cas, on nous fait signe que c'est tout le temps dont nous disposons. Et malheureusement, ça passe vite. Alors, on vous dit que on va continuer à être avec vous pendant toute l'année. On vous souhaite vraiment encore une autre fois bonne année. Alors, merci, à la prochaine.